bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Nous sommes le mardi 27 janvier et à la une aujourd'hui, nous reviendrons bien entendu sur les célébrations de la Sainte Dévote avec les images de la messe pontificale ce matin en la cathédrale de Monaco, suivie de la traditionnelle procession. Vous revivrez également la ferveur des Monégasques qui étaient comme toujours très nombreux à honorer leur sainte patronne hier soir lors des vêpres de la solennité de Sainte Dévote jusqu'à l'embrasement de la barque sur le quai Albert Ier. Et puis vous entendrez l'invité d'honneur de ces célébrations. Il s'agissait cette année de son éminence, le cardinal Pier Battista Pizzaballa, le patriarche latin de Jérusalem. Dans ce journal également, le retour de la Biennale monégasque de cancérologie. Plus de 1500 experts, médecins, chercheurs se réunissent au Grimadi Forum cette semaine pour parler de l'actualité de la recherche. Et ce ne sont pas les seuls. Denis Macario, le président de la Fondation Flavien, qui lutte contre les cancers pédiatriques par la levée de fonds et la sensibilisation, suit cet événement avec grand intérêt. Il sera notre invité dans une dizaine de minutes. Après ça, nous irons découvrir une initiative de l'AMPN. Les élèves de 7e du collège FANB ont été reçus au Centre scientifique de Monaco. L'occasion de découvrir ces missions et d'être sensibilisés aux enjeux de la protection marine. Nous avons fait la visite avec eux. Et puis le Monaco Women Network fête son premier anniversaire. Un an de mise en lumière des réussites et de l'expertise des femmes à Monaco. Nous avons assisté à la dernière conférence de l'association sur le sujet de la santé cardiovasculaire des femmes. Débutons ce journal en images avec la suite des célébrations de la Sainte Dévote. Ce matin avait lieu la traditionnelle messe pontificale en la cathédrale de Monaco. Messe suivie comme habituellement de la procession solennelle des reliques sur le rocher jusqu'au palais princier, en présence toujours de la famille princière depuis son balcon. Vous apercevez également sur ces images plusieurs personnalités, dont le ministre d'État Christophe Mirmand et sa femme, qui découvrent au fur et à mesure les traditions monégasques depuis leur arrivée. C'était là leur toute première fête de la Sainte Dévote. Et vous les avez vécu en direct sur Monaco Info. Les festivités ont commencé hier avec d'abord les vêpres à l'église Sainte-Dévote et jusqu'à l'embrasement de la barque sur le quai Albert Ier. Un moment suivi là aussi avec ferveur par les Monégasques qui ont toujours très à cœur d'honorer leur sainte patronne depuis 1874, année après année. Retour sur cette soirée avec Sarah Nkari et Arnaud Imbert. Comme chaque année, la célébration s'ouvre le long du port Hercule. Depuis la mer, un pointu suit la procession. À son bord, les reliques de la sainte patronne qui aurait échoué dans une barque semblable vers l'an 300 en principauté. Sur les quais, les Monégasques et les amis de Monaco ont les yeux rivés sur l'instant. On n'est pas de Monaco, on est venu pour la Sainte Dévote, pour célébrer cette sainte qui préserve la principauté, ses institutions et nos petits-enfants. Je pense que la Sainte Dévote, c'est une fête majeure à Monaco. Donc voilà, ça me semblait normal d'être ici en tant que résidente monégasque. La foule se dirige vers l'église Sainte-Dévote. L'entrée de la famille princière se fait en musique. Des chants corses résonnent sur le parvis, un clin d'œil aux origines de la sainte, persécutée à Luciana pour sa foi chrétienne. Ça fait 9 ans qu'on vient chanter pour la Sainte Dévote maintenant. C'était la princesse à l'époque qui nous avait découvert à Porto Vecchio, qui était venue dans un restaurant. Et de là, on a discuté et elle nous a invités pour la Sainte Dévote. Ça fait la 9e année et c'était l'honneur pour nous d'être ici. Puis direction le port pour l'embrasement de la barque par le couple princier et ses enfants, sans doute le moment le plus attendu de la soirée. Ce bateau, livré aux flammes, rappelle celui avec lequel des brigands seraient arrivés à Monaco pour voler les reliques de la sainte. Selon l'histoire racontée depuis des siècles, les Monégasques l'auraient incendié pour les punir. Le feu éteint, les cendres encore chaudes, petits et grands se pressent pour emporter avec eux un petit bout de la légende. Ah oui, j'ai eu un clou. Voilà, j'en ai eu plusieurs, je vais pouvoir faire plaisir à des amis. Merci Sainte Dévote, merci. On a laissé pour personne là. Je vais en passer à des gens s'ils n'en ont pas. Chaque année, c'est mon objectif d'en trouver. Et du coup, j'en ai pas. Donc je vais y retourner, mais il y a trop de monde. Donc je vais laisser la chance aux autres. Ma fille en a trouvé, donc c'est signe de... Ça va être une belle année.
Et la Sainte Dévote aura été marquée en cette belle nouvelle année par la présence de son éminence le cardinal Pier Battista Pizzaballa, le patriarche latin de Jérusalem qui officie dans toute la région d'Israël, était l'invité d'honneur de ces célébrations. Il était présent hier en l'église Sainte Dévote et c'est lui qui a présidé la messe pontificale ce matin en la cathédrale de Monaco. Une invitation du clergé monégasque qui l'a particulièrement touché. Je vous propose de l'écouter au micro d'Alban Gingembre. For me, it's an honor, of course, because I know it's an important feast in an important country, as Monaco is. But it's also for me a possibility to express the appreciation for what Monaco did, especially during the war for the Christian community in Gaza and in West Bank, but also in all Holy Land. Monaco is a small country, but very important. And also it's been very significant the role of mediation and it's always peaceful presence. And it's also a very important and symbolic reminding for us in Holy Land where the peaceful presence is not that granted. Dans le reste de l'actualité, ce mardi et jusqu'à vendredi s'ouvre la 17e édition de la Biennale monégasque de cancérologie. Ce congrès rassemble au Grimaldi Forum plus de 1500 professionnels de santé, des grands médecins, des cancérologues qui viennent échanger sur les avancées de la recherche sur les cancers et les progrès autour des traitements. En principauté, une association suit avec grand intérêt cet événement. C'est la Fondation Flavien, la première association de lutte contre les cancers pédiatriques et les maladies rares à Monaco. Le père de Flavien, Denis Macario, est notre invité. Bonsoir à vous. Bonsoir, Monaco Info. Merci d'être avec nous sur Monaco Info. Cet événement est un incontournable pour tous les experts en cancérologie, mais également pour toutes les familles touchées de près ou de loin par le cancer ou bien endeuillées. Et pour cette raison, ça n'est pas la première année que vous y participez, Denis Macario. Non, effectivement, c'est depuis 2016 que j'y suis. Donc ça fait une décennie là aussi. Je suis devant mon petit tréteau que j'ai toujours. On a notre stand maintenant et puis surtout en 2016 on était là juste pour se faire connaître. Et puis en 2018 1h30, en 2020 une demi-journée et depuis 2022 on a une journée entière dédiée donc à tout ce qui est cancérologie, oncologie, hématologie pédiatrique. Et vous y participez avec le Centre scientifique de Monaco avec lequel vous nouez un partenariat depuis de nombreuses années. Alors avec le Centre scientifique nous avons commencé il y a en 2015 une collaboration efficace qui ont amené avec des travaux, ces travaux-là, donc herculéens comme j'ai l'habitude de dire, ont amené à une réflexion thérapeutique qui est juste derrière moi, qui s'appelle le Mépendax, un essai clinique. Et on va en parler justement ce vendredi-là pendant quelques minutes et que ça va faire, on va dire, le fil rouge de notre biennale à nous, notre session onco-hématopédiatrique, oui, effectivement. Donc c'est une décennie de travaux, de sensibilisation avec le Centre scientifique de Monaco, avec l'équipe qu'on a fait aussi grandir grâce à Gilles Pagès à l'époque et maintenant Vincent Picot. Mais Gilles Pagès a permis, avec sa réflexion sur l'angiogénèse, de trouver un mode de repositionnement de médicaments qui fait que cette molécule-là, qui s'appelle axitinib, a débouché sur le Mépendax qui est à l'heure actuelle en essai depuis 1 an donc. Depuis la création de la Fondation Flavien le 15 août 2014, quel progrès concret avez-vous observé dans la recherche et la prise en charge des cancers pédiatriques, puisque ce sont des cancers pédiatriques dont il est question avec votre fondation? Tout à fait, avec la Fondation, on ne parle que de pédiatrie, de cancer, leucémie et autres qui touchent les enfants de plus en plus jeunes, comme maintenant il y a une vague d'articles qui est en train de sortir. Les jeunes sont de plus en plus touchés. Quand on dit les jeunes, on parle du jeune adulte, mais aussi les très très jeunes. Quand il y a des nourrissons donc de moins de 2 mois qui sont atteints, 2 mois, 4 mois, sont atteints d'une leucémie, on se demande mais pourquoi ? On est dans un exposome complet avec un effet cocktail impensable à l'époque, à aujourd'hui. On a la possibilité d'être au courant. On se doit d'informer aussi les particuliers, nous, à notre base. Mais la Biennale aussi sert, en termes de retombées médiatiques, à informer les patients sur les nouvelles avancées techniques, médicales et humaines aussi. Parce qu'à côté, il y a une structure qui s'appelle Écoute Cancer et Confort qui font du support
soins de vie, quoi, des soins de support. Comme moi, en adulte, mais moi en pédiatrie. D'autant que les cancers pédiatriques restent souvent qualifiés de rares, ce qui complique la recherche à bien des égards. Hein. Un enfant, c'est rare, oui. Un enfant, quand il est atteint d'un cancer, c'est rare, mais c'est pas si rare que ça, puisqu'il y en a régulièrement 2500 à 3000 si on y met les jeunes adultes. Les jeunes adultes, ça va jusqu'à 25 ans, puisque en termes de pédiatrie aussi, le jeune adulte fait partie de l'univers de la pédiatrie. Pourquoi de cet univers-là ? Parce que le jeune adulte, il commence à entrer dans la vie, mais il est fragile. Il a encore besoin de ses parents, et surtout quand il tombe malade. Et cet univers-là, si on le brise, l'enfant déjà qu'il est brisé par une annonce qui ne pense pas, on ne pense pas qu'un enfant puisse tomber malade comme ça. Et pourtant, et on a plein de réponses qui sont données dans toutes ces conférences-là en termes de traitement, en termes d'approche thérapeutique et de soutien thérapeutique qui font que moi j'adore. Ça, c'est ma semaine que j'attends tous les 2 ans. J'adore puisque je me lève tous les jours de toute l'année pour sensibiliser à cette science, non pas exacte, mais qu'il devient, parce que c'est des évidences, et qui fait qu'on avance grâce à cette science-là. Et qui fait aussi qu'on va apporter des solutions. La preuve, vendredi matin, avec notre essai clinique Mépindax. Merci beaucoup Denis Macario d'être venu passer le message une fois de plus sur notre antenne, vous qui luttez contre les cancers pédiatriques en tant que président de la Fondation Flavien à la lumière de cette semaine de la 17e Biennale monégasque de cancérologie qui se tient, on le rappelle, jusqu'à vendredi au Grimaldi Forum. Oui, pardon, excusez-moi, surtout papa de Flavien et papa aussi d'un grand et papa d'un petit enfant. Donc je ne suis pas que président de la Fondation, je suis père avant tout. Et c'est à ce titre que votre action est d'autant plus reconnue. Merci à vous. Merci. Merci Monaco Info. Et puisque nous parlions du CSM à l'instant, coup de projecteur à présent sur un projet qui permet aux enfants de s'impliquer pour le futur de leur planète. Dans le cadre de l'ère marine éducative, une classe de 7e a passé toute une journée au Centre scientifique de Monaco. L'occasion d'en découvrir les missions et d'être sensibilisé à tous les enjeux autour de la protection de l'environnement marin. Les explications de Frédéric Elion sur les images d'Alexandra Paolini. Depuis 2018, l'association monégasque pour la protection de la nature sensibilise les jeunes élèves de la principauté à la préservation de l'environnement marin grâce au programme de l'ère marine éducative. Chaque année, une classe est choisie et mène pendant les 3 trimestres plusieurs actions pour la mer sur une thématique bien définie. Pour cette année, le programme global porte sur le changement climatique, plus précisément l'impact du réchauffement sur la biodiversité marine. Donc tout le premier trimestre a été consacré à évoquer la Méditerranée et puis des notions générales, le climat, les gaz à effet de serre, l'acidification et autres, vraiment de manière à ce qu'ils aient une approche globale méditerranéenne et aussi mondiale. Et à partir de là, après les expériences qu'on a réalisées avec eux en début d'année, on a souhaité partir sur les tropiques, donc dans le cadre d'une belle collaboration avec le centre scientifique, pour leur montrer, vraiment leur faire toucher du doigt l'impact du réchauffement. 23 élèves d'une classe de 7e de FANB ont donc passé une journée entière dans les locaux du centre scientifique de Monaco pour une expérience pédagogique autour des coraux. Aujourd'hui, on a proposé aux enfants de découvrir en fait le monde du corail. Donc on a tout d'abord visité les aquariums, on leur a montré qu'il y avait vraiment différentes espèces, différentes formes, différentes couleurs, comment un corail grandit, comment on le cultive au centre scientifique de Monaco. Et après, on est rentré dans le vif du sujet plutôt pour expliquer les expériences qu'on fait au centre scientifique de Monaco justement. Donc là, en l'occurrence, le projet qu'on a construit avec les aires marines protégées, c'était autour du blanchissement du corail, d'accord, lié au réchauffement climatique. 2 colonies de coraux ont été placées dans 2 aquariums avec 2 températures d'eau différentes. Les enfants jouent donc aux scientifiques en herbe et observent le stress thermique des coraux, avec notamment l'effet du blanchissement. On a appris les sortes de coraux, on les a mis dans plusieurs températures d'eau différentes. Il y avait une eau qui était à 25 degrés, une autre à 31. On a vu que 25 degrés, c'était la température normale pour les coraux. Les 31, c'était un petit peu moins bien pour les coraux parce qu'ils étaient blancs.
ils perdaient leur couleur. Là, on est en train d'apprendre des choses sur les coraux. Et en fait, on a regardé des vidéos à l'école qu'ils nous ont fait voir. À la fin de l'année, les enfants montreront tout ce qu'ils ont fait et appris lors du traditionnel événement de restitution. Ils émettront aussi leurs préconisations pour participer à la protection du milieu marin. Très belle initiative. Allez, ouvrons une page sportive. En Ligue des Champions, l'AS Monaco FC, 21e de la phase de Ligue avant la dernière journée, reçoit la Juventus Turin demain soir au Stade Louis II. Épisode décisif pour les Monégasques qui doivent impérativement sortir victorieux de ce match pour s'offrir les barrages de la compétition. Alors que le club est secoué par de mauvais résultats et que la grogne monte du côté des supporters, quel est l'état d'esprit de l'entraîneur Sébastien Pocognoli et ses joueurs à J-1 ? Écoutez ce qui se disait à la conférence d'avant-match ce midi. Je le vois comme un match très important, comme un match qui peut remplir un des objectifs de la saison, c'est-à-dire d'aller en play-off barrage de la Champions League. Donc ça, c'est de manière très rationnelle mon ressenti par rapport au match. Je ne pense pas à ce qui peut être de moins bien, mais je pense à ce qui peut arriver de mieux après ce match. Et en tout cas, j'espère qu'on aura atteint un des objectifs. Par rapport au match du Havre, l'aspect collectif et l'abnégation de travailler ensemble ont fait un match dans les attentes. Donc ça, c'était positif. Les garçons sont bien battus et je pense que c'est la base pour aborder le match de demain. Voilà, coup d'envoi demain à 21h au Stade Louis II. La Fondation Prince-Pierre présente sa 103e saison de conférences. Depuis le 19 janvier et jusqu'au 12 juin, des compositeurs, philosophes, littéraires et d'autres prestigieux lauréats de la Fondation vous donnent rendez-vous pour parler de création contemporaine. Et hier soir, c'était au tour du scénariste Nicolas Philibert, connu notamment pour son film Être et avoir, pour lequel il a reçu un César en 2003, de participer à une conférence autour du documentaire en partenariat avec l'Institut audiovisuel de Monaco. Reportage au Théâtre des Variétés signé Émilie Flamin et Jean-Alexandre Dordet. Quelle est la frontière entre documentaire et fiction ? C'était le grand thème de cette conférence. Et pour répondre à cette problématique, qui de mieux placé que le réalisateur de documentaire, Nicolas Philibert ? La plupart du temps, les gens prennent le documentaire pour la réalité brute. Comme si filmer en documentaire, c'était copier le réel. Mais c'est toujours autre chose, c'est toujours une interprétation. Quand on filme quelque chose, on l'interprète. Si vous mettez 3 cinéastes devant un même événement au même moment, vous aurez 3 films complètement différents. Donc, faire un documentaire, c'est un acte, c'est un geste artistique souvent. Et même s'il est là pour transmettre, c'est également un moment de partage important pour ses créations artistiques. On apprend des spectateurs, on apprend des autres. Dans mon cas, vous savez, les cinéastes, on pense toujours qu'ils savent tout de leur film. Mais quand on fait un film, il y a tant de choses qu'on ne sait pas sur ce qu'on a fait. Et souvent, les spectateurs vous apprennent des choses parce que le cinéma, quand les spectateurs d'un film voient tous le même film et en même temps, chacun voit le film à travers son regard, d'une manière propre, d'une manière singulière. Et bien souvent, les spectateurs vous apprennent des choses. Une conférence organisée avec la Fondation Prince-Pierre pour célébrer 75 ans d'engagement littéraire en principauté. Les conférences sont importantes à Monaco parce qu'elles permettent, c'était le souhait du prince, de partager avec nos compatriotes les meilleurs esprits de notre temps. C'est joli, hein ? C'est une formule un peu désuète, mais qui dit bien les choses telles qu'elles sont. Le fait d'avoir à Monaco toutes ces personnes qui viennent, qui sont, je le rappelle, pas nécessairement des artistes classiques. On a des réalisateurs, des danseurs, des architectes, voilà, et bien sûr des écrivains, des musiciens. Ça permet de poursuivre l'idéal, qui est un peu un idéal passé, mais qui reste très présent, de nécessité d'humanisme. La prochaine conférence se déroulera le 16 février avec le lauréat 2000 du prix littéraire Prince-Pierre de Monaco, Pascal Quinard. Autre conférence dans un autre registre cette fois, le Monaco Women Network célèbre sa première année d'existence. Cette association, dont l'ambition est de mettre au premier plan l'expertise, les réussites et l'influence des femmes qui façonnent l'avenir, organise tout au long de l'année des conférences, donc pour mettre en lumière différents métiers tenus par des femmes dans différents domaines. Valentina Coleman, la présidente de la communauté, est revenue au micro de Christina Petit-Homel sur ce qu'évoque pour elle ce premier anniversaire.
Avec le but du Monaco Women Network qui reste toujours le même, celui de mettre en lumière le travail des femmes professionnelles à Monaco. On a célébré notre premier anniversaire en décembre, donc on est très contente. La communauté continue de croître et on est maintenant en train d'organiser des conférences ou des rencontres une fois par mois. C'est un rythme assez fréquent, donc on espère pouvoir continuer sur cette lancée et rassembler de plus en plus de professionnels monégasques, françaises et italiennes aussi évidemment et anglophones. Nos conférences sont en moyenne en français ou en anglais, ça dépend. Donc ça permet aussi d'avoir plusieurs points de vue, plusieurs perspectives sur plusieurs domaines. Cette année passée, nous avons abordé pas mal de thèmes, dont par exemple l'environnement, une experte gémologue de l'Hôtel des Ventes de Monte-Carlo, aussi le domaine artistique. Et là, donc ce soir, nous sommes là pour la santé cardiovasculaire des femmes, avec le Centre cardio-thoracique de Monaco. Et notre prochaine rencontre sera en mars, qui est notre événement phare, le Monaco Women Forum, le 20 mars. Et nous ferons 4 panels durant toute la journée sur la finance, l'espace technologie et la santé également, la longévité. Et justement, vous l'entendiez, la dernière conférence de l'association au Centre cardio-thoracique de Monaco traitait de la santé cardiovasculaire des femmes, un sujet de santé publique majeur, encore trop méconnu. Les détails de Christina Petit-Homel sur les images de Thomas Deus. Aujourd'hui, dans le monde, une femme meurt toutes les 7 minutes d'une maladie cardiovasculaire. Un chiffre alarmant alors même que les femmes restent moins bien informées, moins bien suivies et moins bien dépistées que les hommes. Et pourtant, les maladies cardiovasculaires touchent presque autant les femmes que les hommes, leur mode de vie ayant changé ces dernières années. On a vu ces dernières années une recrudescence des infarctus chez les femmes, notamment chez les femmes jeunes. Il y a eu une augmentation de 5% par an des infarctus chez la femme entre 45 et 54 ans, d'où l'importance d'en parler, de faire de la prévention et vraiment d'informer les femmes, les hommes également, mais de l'importance de contrôler les facteurs de risque cardiovasculaire. En partie, la masculinisation finalement du mode de vie de la femme, c'est-à-dire qu'on se rend compte que les femmes fument quasiment maintenant autant que les hommes. Elles ont aussi un mode de vie très stressant parce qu'on demande aux femmes de beaucoup plus travailler qu'avant. Donc en fait, elles ont leur travail plus le stress, voilà, beaucoup de charge mentale. Et ça rentre en compte dans les facteurs de risque cardiovasculaire chez la femme. Un constat d'autant plus préoccupant que les signes d'alerte ne doivent jamais être négligés. Chez les femmes, les symptômes sont souvent différents de ceux des hommes et bien trop souvent minimisés, retardant ainsi le diagnostic et la prise en charge. C'est des dysfonctionnements dans les valves cardiaques qui vont avoir soit un rétrécissement, soit une fuite, donc une incompétence, et vont entraîner des symptômes qui peuvent être de l'essoufflement, une fatigue inhabituelle, des vertiges et une insuffisance cardiaque à terme. Le problème de ces maladies, c'est que chez les femmes, elles ont été très longtemps sous-diagnostiquées, sous-repérées et donc maltraitées. Actuellement, on a encore une sous-représentation des femmes dans les essais cliniques et dans les recommandations, ce qui fait qu'on ne diagnostique pas correctement et pas en temps la maladie. Et donc, au moment de la prise en charge, la mortalité des femmes est bien plus élevée que celle des hommes, car elles ont souffert d'un retard de diagnostic. Dans un premier temps, c'est de ne pas négliger des symptômes qu'elles pourraient ressentir, qui peuvent être une fatigue inhabituelle, un essoufflement, un gonflement dans les jambes, et de ne pas hésiter à consulter leur médecin généraliste ou un cardiologue, parce qu'avec un examen clinique assez simple et éventuellement une échographie, on peut faire le diagnostic de maladie valvulaire cardiaque et ensuite être adressé vers les spécialistes. La prévention était donc également au cœur des échanges, hygiène de vie, dépistage précoce et meilleure reconnaissance des spécificités féminines. L'objectif, faire évoluer les mentalités, améliorer la prise en charge et sauver des vies. Un message fort porté par Monaco Women Network pour que la santé des femmes devienne enfin une priorité. Voilà pour l'actualité de ce mardi, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouverez Sarah Nkari pour les prévisions météo de demain et la météo de l'eau. On se quitte sur les plus belles images des célébrations de la Sainte Dévote hier et aujourd'hui, capturées par Stéphane Dana. Excellente soirée sur Monaco Info et à demain, 19h.
Bonsoir à tous, ne rangez pas tout de suite vos parapluies, les averses sont toujours au programme de demain, du moins le matin puisqu'une accalmie est prévue l'après-midi. Concernant les températures, elles seront toujours assez fraîches, 9 degrés au lever du jour et jusqu'à 10 au meilleur de la journée. Comme chaque mardi, un coup d'œil sur la météo de l'eau. Cette semaine, les sources de la Principauté couvrent 25 à 50% de notre consommation. Soyons donc économes. Et puis en ce mercredi 28 janvier, nous aurons une pensée particulière pour les Thomas à l'occasion de la Saint-Thomas. Passez une excellente soirée sur Monaco Info.